Merci de votre fidélité. Un état nauséeux pouvant aller jusqu'au vomissement et qui survient quand on est en voiture, en bateau, en train et même en avion. Il s'agit, vous l'aurez compris, du mal des transports, également appelé cinétose. Si ce trouble est généralement sans gravité, il est néanmoins très désagréable pour ceux qui en souffrent et il peut avoir des répercussions sur la vie sociale et professionnelle. Alors pour comprendre déjà pourquoi on a le mal des transports, on va faire un petit rappel anatomique. Parce que notre organisme, qui est très bien fait, est truffé de capteurs sensoriels qui renseignent le cerveau sur nos mouvements et notre position dans l'espace. Ces récepteurs sont notamment présents au niveau de la plante des pieds et des différents muscles du squelette. Ensuite intervient la vision qui va transmettre des informations sur ce qui nous entoure et sur nos membres. Et puis l'oreille également va intervenir puisque sa partie interne, que vous voyez là, le vestibule ici, est le siège de l'équilibre. Alors ce vestibule, vous voyez, il est formé de 3 canaux semi-circulaires dans les 3 directions de l'espace. Chacun donne une information sur le déplacement du corps, si on avance, si on recule, si on monte ou si on descend. L'intérieur de ces canaux est tapissé, vous allez le voir, de petits cils ici. C'est ça, ces canaux semi-circulaires. Pardon, oui, ces canaux ici, là, hop, on a zoomé dedans. Et là, on retrouve ces petits cils sensitifs et qui baignent à l'intérieur d'un liquide dans lequel il y a également ces petits cristaux-là. Je vais vous baisser un petit peu, comme ça on les verra mieux, qui ont toute leur importance, puisque si on se déplace en avant, alors là, il faut imaginer que l'avant est là-bas et que l'arrière est ici. Donc si on se déplace en avant, ces petits cristaux vont partir en arrière et ça va entraîner un déplacement des cils et donc une information au cerveau comme quoi vous êtes en train de bouger, de vous déplacer. Et lorsqu'on est en voiture, par exemple, les informations que reçoit le cerveau sont contradictoires. Oui, parce que l'oreille interne fait croire au cerveau que l'on se déplace parce que le liquide dans le vestibule bouge quand on est dans un véhicule, alors que la vision et les autres capteurs n'envoient aucun message de mouvement. Du coup, le cerveau ne parvient pas à rétablir l'équilibre, qu'au bout d'un certain temps, sueur froide, nausées, vomissements apparaissent et les trajets deviennent pénibles. Pourquoi certains sont-ils plus sensibles que d'autres au mal des transports? Est-ce qu'il y a des traitements efficaces? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Didier Boucara, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes ORL à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avec nous, Caroline Bailly. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous, le mal des transports, vous connaissez. Oui. Vous avez, d'abord vous êtes malade dans tous les transports? Tous. Tous les transports. Sans exception. Et ça a commencé depuis votre enfance? Oui, ça a toujours été une problématique chez moi. Avec les parents, on partait du coup rarement se promener parce que je faisais à peine 100 mètres où il fallait faire demi-tour. C'était vraiment infernal. Vous vomissiez systématiquement? Pas systématiquement, mais c'était vraiment à la limite du vomissement. Donc là, on a essayé de pas trop manger avant de partir en vacances. On a essayé les remèdes de grand-mère. On a essayé plein de choses. J'ai eu un traitement de fond pendant des années. Je on va vous dire le nom. Déjà sur non, c'est pas grave. On va y venir. Mais déjà à l'école, vous faisiez comment? Parce qu'il y a quand même des transports à l'école, il y a des activités, il y a des choses où il faut que vous bougiez. Alors quand c'était obligatoire, notamment pour le sport, je subissais ma nausée, mes vomissements. Je mettais des heures à m'en remettre et après il fallait reprendre le transport. Donc là c'était l'enfer. Et sinon je refusais. Si c'était des déplacements, à ce point-là. Ouais. C'était vraiment. Je peux faire les sorties scolaires. Voilà. Je préférais, je me faisais faire un mot par le médecin. Enfin voilà, j'arrivais à m'absenter du transport, du voyage. Et du coup, ça a eu un impact aussi sur les vacances de la famille? Vous partiez moins loin? Non, je partais quand même, mais je mettais plus de temps. On va dire, vu qu'on restait plus longtemps, ça me permettait de me remettre. Voilà. Vous aviez aussi d'autres symptômes que les nausées, je sais pas, par exemple le mal à la tête ou surtout des palpitations, parce que je pense que la nausée bien présente m'énervait au final, de ne pas réussir à la calmer et ça enchaînait de toute façon avec le vomissement. Donc. Et ensuite, quand vous avez travaillé, ça a été un handicap dans votre vie professionnelle ou pas? Alors, quand j'ai commencé à travailler, je me déplaçais, mais je conduisais. Donc, à la limite, c'était pas trop gênant, ça allait mieux. Et dans mon travail actuel, donc, j'ai trouvé ma méthode donc, il y a 2 ans. Les 2 premières années où je devais me déplacer... c'est un peu compliqué. Il y avait le sac en plastique. Voilà, il y avait le sac en plastique et puis de l'homéopathie. Et pareil, je subissais. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi des personnes sont sensibles à un seul mode de transport et d'autres à toutes? Alors ça, on n'a pas d'explication très précise parce que finalement, il y a tout un tas d'éléments qui interviennent. Il y a l'environnement. Par exemple, pour le bateau, il y a des facteurs déclenchants comme les odeurs. Donc, il y a un peu une spécificité de chaque type de déplacement et la réactivité de chaque personne. On nous demande si fixer un point fixe sur la route ou sur la mer, est-ce que c'est vraiment utile? Alors, ça va inhiber, ça va bloquer un petit peu la sensation de tangage et d'instabilité.
ça va être une efficacité relative et très variable d'une personne à l'autre. Pourquoi dit-on qu'il faut beaucoup boire d'eau pour éviter le mal des transports? Alors c'est vrai que souvent on a tendance à ne pas manger et pas boire en se disant comme je vais avoir des nausées et des vomissements, je préviens. En réalité, on sait qu'il vaut mieux hydrater, avoir l'estomac plein, entre guillemets. C'est moins générateur forcément de nausées et vomissements que si l'estomac est vide. Et hydrater. En même temps, c'est plus générateur de vomi, pardonnez-moi d'être très concret. Si l'estomac de votre enfant est plein à l'arrière de la voiture aussi, il est vide. On sent le papa, tu peux t'arrêter là, je suis pas bien. Est-ce que le soda gazeux, c'est bien aussi? Non, pas plus. Non, il vaut mieux de l'eau, simplement pour être bien hydraté. Le soda, ça rajoute une distension de l'abdomen qui n'est pas forcément de l'estomac, qui n'est pas forcément nécessaire. On imagine que ce n'est pas un sujet sur lequel il y a beaucoup de financement pour la recherche, parce que finalement, ce n'est pas une maladie grave, donc c'est juste quelque chose qui perturbe beaucoup. Est-ce qu'il y a de la recherche en cours sur ces mal des transports? Oui, en fait, ceux qui s'y sont beaucoup intéressés, c'est les militaires, parce que les marins dans les bases militaires, en particulier à Cherbourg, à Brest, les médecins militaires étaient très sensibilisés à ça en voyant des marins qui avaient le mal des transports et parfois, vous savez, le mal de terre en débarquant. Et donc, il y a eu des travaux assez rigoureux du point de vue scientifique qui ont été faits par ces équipes de médecins militaires pour voir comment quantifier le mal des transports avec des questionnaires et surtout proposer des modalités de rééducation. Il y a aussi des problèmes dans l'armée de l'air, on peut regarder ça peut-être. Exactement, le mal de l'air, ça arrive aussi aux pilotes. Dans l'armée de l'air, de nombreux élèves l'ont déjà ressenti, ça diminue les capacités des soldats évidemment, ça peut même empêcher de voler. Il faut donc les aider pour que ce symptôme disparaisse le plus vite possible. Guillaume Morin et Claude Pavlec se sont rendus à la base aéronavale de Cognac où a lieu l'entraînement des jeunes recrues. Quand on veut devenir pilote dans l'armée de l'air, il faut maîtriser son avion, mais aussi ses sensations. Quand l'appareil passe sur le dos et que l'horizon tourne devant soi, le mal de l'air n'est pas loin. C'est ce que vient d'expérimenter Henri, jeune recrue. Petit débriefing avec son instructeur de vol. Ok, bah écoute, t'as été malade, hein, c'est pas grave. Ça arrive à plein d'autres mondes. J'ai eu un peu la nausée qui venait au fil des évolutions. Et à la fin, voilà, c'est plus possible, c'est plus gérable. Donc vous avez repris les commandes. Voilà, j'ai vomi dans mon petit sac et après ça allait mieux. À chaque fois qu'un élève pilote a le mal de l'air, il doit en parler avec le médecin du personnel navigant pour faire le point et trouver une solution à ce symptôme. Bonjour mon lieutenant. Bonjour mon commandant. Bon, donc un petit souci encore? Ouais, malade en vol. Allez-y, je vous en prie. J'ai été malade à la fin de la phase de voltige au moment du vol d'eau. Notre cerveau et notre organisme a l'habitude de travailler dans le plan horizontal et en 2 dimensions. À partir du moment où on intervient dans la 3e dimension, on modifie ses repères, les informations captées par les différents organes sensoriels sont différents des schémas qu'on a l'habitude de connaître. Et donc du coup, ce conflit est à l'origine de manifestations de malaise, de nausées, de vomissements. Mais lorsque le mal de l'air persiste, le pilote est pénalisé dans son apprentissage. Il ne peut pas effectuer toutes ses heures de vol. Le médecin lui a déjà prescrit de la relaxation et des patchs contre le mal des transports, mais ce n'est pas suffisant. On va être obligé de vous orienter vers un kinésithérapeute pour ce qu'on appelle de la réhabilitation vestibulaire. Très bien. La séance chez le kinésithérapeute débute par l'équitest, une évaluation des 3 entrées sensorielles utilisées par le cerveau pour maintenir l'équilibre, la vue, l'oreille interne et les pieds. Pendant tous les tests, vous regardez devant, vous ne bougez pas et vous restez en équilibre le plus droit possible. Surtout, ne bougez surtout pas les pieds. Premier test, les 3 entrées sensorielles sont évaluées ensemble. Deuxième test, je vais vous faire demander de fermer les yeux afin de supprimer l'entrée visuelle. Fermez les yeux. Rester immobile est déjà plus difficile. Enfin, 3e et dernière étape, un seul sens est sollicité. Les yeux sont fermés et la plateforme va bouger irrégulièrement pour déstabiliser Henri. Donc là, ça sera essentiellement votre système vestibulaire qui va donc vous équilibrer. Après 20 minutes, toutes les données sont assemblées et permettent de dresser un bilan. On va regarder un petit peu les résultats. Bon, vous avez un bon équilibre, hein, vous êtes au-dessus de la normalité au niveau équilibre. Par contre, quand on regarde un petit peu l'analyse sensorielle, on s'aperçoit d'une chose, c'est que votre cerveau utilise de façon insuffisante votre système vestibulaire. Et je vais vous proposer un petit peu une rééducation appropriée par rapport à votre problème de mal de l'air. La rééducation se fait sur ce fauteuil tournant. Je vous demande simplement de tourner la tête à droite et à gauche sans... rotation. Voilà, comme ceci. Voilà, vous gardez les yeux ouverts, vous regardez devant vous et vous tournez la tête à droite et à gauche. Cet exercice permet au cerveau d'apprendre à gérer des situations nouvelles d'instabilité sans que les nausées se déclenchent.
Et pour Henri, il faudra une dizaine de séances de ce type. L'objectif, réduire le temps d'adaptation du cerveau au mal de l'air. On verra un sujet sur la rééducation dans quelques instants. Comment on explique que beaucoup d'enfants aient le mal des transports et finalement relativement peu d'adultes, même si ce n'est pas votre cas, Caroline, mais quand même que ça s'atténue avec le temps? Alors d'abord, avec le développement, il y a des mécanismes d'adaptation. Il y a souvent des enfants qui sont plus ou moins à la puberté, vont acquérir, pardon, excusez-moi, c'est une meilleure tolérance à ces mouvements. Et puis c'est vrai qu'à l'âge adulte, le fait de conduire soi-même la voiture, il ne faut pas sous-estimer le rôle de tous les facteurs psychologiques qui peuvent influencer le mal des transports dans sa survenue. Et c'est vrai que chez l'enfant, c'est plus fréquent que chez l'adulte. Mais dans certains cas, les adultes reçoivent et perçoivent à nouveau le mal des transports de façon plus ou moins intense. Les facteurs psychologiques sont chez l'enfant aussi souvent présents, le réveil en fanfare, on part vite, etc. Et j'imagine qu'aussi, est-ce qu'on habitue son cerveau à avoir mal au cœur? Enfin, savoir avoir mal au cœur, c'est un peu bizarre comme phrase, mais est-ce qu'une fois qu'on a eu mal au cœur pour de bon, enfant, eh bien, on va avoir peur de reprendre la voiture et que donc ça va, ne serait-ce que l'odeur de la voiture, par exemple, va susciter? Oui, tout à fait. Il y a un vrai réflexe qui s'introduit et qui est vrai très souvent chez les marins, dans les bateaux. La perception des odeurs de mazout va déclencher presque le mal des transports avant même que le bateau ne démarre. J'ai entendu que les femmes étaient plus touchées par ce mal de transport que les hommes. Je crois que là, vraiment, il n'y a aucune donnée précise qui permette de le dire. Hein. C'est très variable. Alors, il y a peut-être des facteurs hormonaux qui peuvent intervenir à certains moments, mais à ma connaissance, je crois qu'il n'y a rien de démontré. Dans les petits moyens, remèdes de grand-mère que vous avez pu essayer avant d'avoir quelque chose de plus efficace, vous avez essayé quoi? Ma grand-mère m'avait mis du gros sel dans une compresse et qu'elle m'avait accroché autour du cou en me disant que ça allait m'aider à ne pas être malade. Ça n'a pas marché. Du tout, celui-là non. Après, il y a eu quelques huiles essentielles, notamment de la lavande pour m'aider à me déstresser, on va dire. Effectivement, comme vous disiez, on se dit, mon Dieu, on va partir en voiture, c'est pas possible, je vais être malade. Oui. Effectivement, donc ça n'a pas marché non plus. Oui. Et puis, ça a été tout, 2-3 petites choses comme ça. Moi, je connaissais le pansement, le bout de sparadrap sur le nombril. Bon, il y en a plein des choses comme ça. Oui. Il y a plein de choses qui circulent. Et si ça marche, tant mieux. Oui. Ça ne peut pas faire de mal. Si ça marche, c'est parce que psychologiquement, il y a un effet. Il y a un peu un équivalent d'effet placebo comme on a pour les médicaments. C'est-à-dire que le fait d'introduire un élément nouveau reconditionne en quelque chose la situation. Marie, par exemple, nous dit « J'ai souvent des nausées en voiture, je respire un oignon, ce qui me soulage. » Comment l'expliquer? Quand on a très mal au cœur, je crois que c'est une bonne idée de... si ça va à Marie, tant mieux. Oui, c'est tout à simple. fait. Bon, il n'y a, je crois, aucune réponse entre guillemets scientifique parce que chaque personne s'adapte à un mode pour éviter ce type de désagrément. Un traitement homéopathique contre le mal des transports me fait du bien et c'est un effet placebo. Vous avez essayé, vous? Oui. Alors? Si, chez moi ça a marché, mais à court terme. C'est-à-dire que du moment où je prenais l'avion, si j'avais plus de 4 heures de vol, ça ne marchait plus. Là, même si on renouvelle en fonction de la posologie... Vous pouvez juste traverser la France, mais pas plus, quoi. Voilà. C'est un effet placebo ou pas? Alors c'est probable. Vous savez, c'est comme toujours, la question se pose dès qu'on joue sur un symptôme. Il faudrait des études bien structurées pour démontrer effet placebo ou pas, mais le retour qu'on a, nous, en tant que praticiens, c'est qu'il y a une certaine efficacité de l'homéopathie sur le mal des transports. Les bracelets contre le mal des transports ont-ils fait la preuve de leur efficacité? Ça aussi, vous faites? Oui, ça je fais. Et ça marche. Ça fait sourire. Ça marche. Ça l'a fait sourire. Ça me fait sourire. Votre visage change. Ça, c'est ma solution miracle. En fait, c'est tout simple. C'est 2 bracelets en coton, tout simplement. Et en fait, il y a une bille, tout simplement. Il y a une bille blanche que j'installe au niveau... d'ailleurs, c'est des points d'acupuncture. Voilà, c'est des points d'acupuncture. J'ai trouvé ça... c'est en fait un de mes directeurs qui est marin. Et qui me disait, on discutait comme ça du mal des transports, je lui disais que moi c'était vraiment l'enfer. Et il m'a dit, essayez ça, vous verrez bien. Et je l'ai essayé, je l'ai adopté, et là, clairement... C'est même utilisé par certains patients en chimiothérapie parfois pour réduire les nausées, les vomissements. Oui. Et parfois, c'est effectivement, ça réduit. Je ne l'utilise pas effectivement quand en transport, on peut être malade des fois. Et c'est vrai que je les mets instantanément et on va dire dans le quart d'heure qui suit. Et c'est pas très envahissant et très agressif comme moyen. Tout à fait. Bon, là, il y a aussi des choses à découvrir sans doute. Est-ce que c'est l'équivalent d'un traitement par acupuncture avec des points spécifiques qui agissent sur le mal des transports? Est-ce que c'est aussi la perception au niveau des membres supérieurs d'un repère différent? Il y a probablement plein de choses intéressantes à en tirer. Mais ça aussi, ça vaut le coup d'essayer. Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, quand on est malade, on vous propose une solution. Je pense que tout est à prendre et à essayer. Et
ça marche, tant mieux. Hein. Oui, voilà. C'est pas ni invasif ni médicamenteux. L'acupuncture et l'ostéopathie. L'acupuncture, on a répondu, mais l'ostéopathie, est-ce qu'elle peut prévenir le mal des transports? L'ostéopathie, on ne voit pas trop comment. Bon, nous, en fait, c'est vis-à-vis des manœuvres au niveau cervical. Peut-être qu'il y a certaines zones qui peuvent intervenir au niveau de la musculature. Là encore, je crois que ça reste à démontrer. Probablement, c'est cas par cas. Alors, vous avez des gens qui ont une certaine contracture musculaire et le fait d'avoir des manipulations douces peut probablement lever cette contracture qui, dans la position où l'on est prolongée lors de certains déplacements, peut être un facteur d'aggravation. Alain, c'est délicieux. Il prend des patchs d'antivomitifs. On va voir de quoi il s'agit à coller sur la peau pour éviter de vomir sur ma femme à chaque voyage. D'abord, il faut éviter de vomir sur sa femme. Enfin bon, ça c'est. Par la fenêtre. Bah, c'est ça. Enfin, ou se tourner de l'autre côté. Je sais pas. Mais enfin bon, il demande si c'est dangereux. Ces patchs d'antivomitifs, c'est quoi? Alors, certains, sans donner de nom pharmaceutique, c'est la scopolamine. Bon, c'est des médicaments qui vont bloquer certaines sécrétions. Il faut simplement vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication avant de les prendre. Mais bon, ça marche, ça déverstue un petit peu, ça assèche un petit peu les muqueuses. Donc, c'est parfois un peu désagréable. Donc, à ne pas il y a des études qui ont montré que ça marchait? À ma connaissance, non, mais dans la prévention de certains vomissements, dans certains traitements, ça a pu être montré comme étant efficace. Mais sur le mal des transports, je ne crois pas qu'il y ait eu d'études vraiment structurées qui aient montré leur efficacité. Et donc à ne pas prendre chez les gens qui ont un syndrome sec. Voilà, exactement, parce que ça augmente le risque. Encore une question sur les médicaments. Est-ce qu'il y a des médicaments efficaces, mais qui ne provoquent pas de somnolence? Alors, il y a certains médicaments contre les vomissements la somnolence avec ces médicaments est très variable d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que si les nausées et vomissements sont très intenses, on peut proposer un traitement, comme on dit, symptomatique par des médicaments contre les vomissements. On regarde un peu de rééducation? Oui, quand on souffre de mal des transports, la seule alternative aux médicaments, c'est la rééducation vestibulaire. C'est le choix qu'a fait Muriel. Notre équipe l'a suivi. C'est un sujet de Marie Guyot, Claude Pavlec et Nathalie Vincenti. Mes problèmes ont commencé à peu près il y a une quinzaine d'années. C'était un voyage en avion et j'ai eu des vomissements importants à la sortie de l'avion. Ça se passait surtout après avoir pris l'avion. Et bateau un peu. C'était vraiment les deux modes de transport qui me gênaient le plus. Mais il y a 4 ans, Muriel commence à être malade également en voiture. Ça n'a pas duré longtemps, c'était un seul voyage, mais qui a été très douloureux. Donc je me suis dit, voyant tout ça, c'est pas possible. Il faut quand même que maintenant je fasse le diagnostic, que je sache ce qui se passe et que je me fasse soigner. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Vous. Venez, suivez-moi. Sur les conseils de son médecin, elle entame une rééducation vestibulaire avec un kinésithérapeute. En 15 séances, son état s'améliore considérablement. Comment ça va depuis la dernière fois? Depuis l'an dernier, pas de problème. Tout s'est bien passé. J'ai pris 2 fois l'avion, j'ai pris le train, le bateau, rien. Alors qu'est-ce que vous faites là? Je veux me restabiliser peut-être pour mes prochaines vacances et voir si de nouveau j'ai des soucis. Très bien, alors je vais donc vous mettre une caméra devant et on va regarder à l'écran le mouvement des yeux qui va nous renseigner sur l'état des oreilles internes. Les yeux sont pilotés par les oreilles internes. Et en regardant le mouvement des yeux, on voit ce qui se passe dans les oreilles internes. Sans tourner la tête, portez le regard du côté droit. Pas aussi loin, un peu moins. Côté gauche. Un problème d'oreille interne peut en effet accentuer le mal des transports. Il est donc important d'évacuer cette hypothèse. Fermez les yeux. Nous n'observons aucune anomalie entre les 2 oreilles internes. Et là, on peut commencer notre rééducation. Elle a lieu sur cette plateforme de posturographie. Mon instrument de torture. C'est une plateforme de posturographie statique et dynamique qui permet d'analyser les différentes entrées neurosensorielles, c'est-à-dire que les yeux vont dire « je suis droit », les oreilles vont dire « non, je suis un peu penché », les pieds vont dire « non, je suis un peu en avant ». Et ce sont ces informations qui parviennent au cerveau qui ne sont pas concordantes, qui vont entraîner ce mal de cœur, ces nausées et ces vomissements. La rééducation se fait aussi grâce à cette boule qui projette des lumières. Alors évidemment, si vous avez une nausée, vous fermez les yeux quelques secondes, puis vous les rouvrez. On y va. Ça a pour but de corriger le glissement rétinien des images, c'est-à-dire quand une voiture avance, un car, un train, les yeux vont capter les images latérales sur les côtés et vont les lâcher pour rattraper d'autres, Et très fréquemment, on a des perturbations qui sont liées à ce phénomène-là. Et là, on va les corriger en projetant à une certaine vitesse et dans un certain sens ces lumières sur les murs. Cet exercice dure une 30aine de secondes.
Il y a encore un an, il semblait interminable à Muriel. J'avais du mal à me tenir, la tête était lourde, donc je jonglais en faisant 10 mouvements d'un côté, je fermais un peu les yeux pour m'adapter, je reprenais un peu et petit à petit j'ai progressé au cours des séances. La séance est terminée. Pour Muriel, ce rendez-vous de contrôle s'est bien passé. Je vais pouvoir vous remettre votre bilan, qui est très satisfaisant. Muriel peut donc partir en vacances sans crainte. En moyenne, une rééducation au mal des transports dure entre 6 mois et 1 an. Caroline, est-ce que ça vous a tenté la rééducation? Est-ce que vous y avez pensé ou est-ce que vous connaissiez? Je ne connaissais pas du tout au final. Là, vous vous dites qu'il y a peut-être une solution pour vous? Je me dis qu'il y a peut-être une solution à tester si mes bracelets ne fonctionnent plus. Vous lâchez. Est-ce que tout le monde est sensible à cette rééducation? Est-ce que ça peut... Tout le monde, non, mais c'est vraiment une technique intéressante parce qu'elle rentre vraiment dans le schéma de l'organisation d'équilibre que vous avez montré au tout début de l'émission. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les différents sens. Et là, vraiment, les stimulations visuelles qu'on appelle, nous, optocinétiques, vont remettre la personne dans une autre dynamique quand elle va être en mouvement, de façon à ne plus être aussi gênée par ce déplacement des images. Pourquoi a-t-on moins mal au cœur à l'avant, à côté du conducteur? Parce que l'espace visuel est différent, plus important, on peut fixer, alors qu'en arrière, on est vraiment cloisonné dans un espace visuel fixe, et alors que la voiture se déplace. Je suis marin et quand je retrouve la terre ferme après une longue période en mer, j'ai le mal de terre. On l'a évoqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on l'explique, le mal de terre? En fait, c'est l'inverse du mal de mer, c'est-à-dire que c'est une discordance des informations sensorielles qui passe d'un mode à l'autre. On était sur un environnement... On s'est rééduqué à la mer et maintenant on doit se rééduquer à la terre. D'accord, c'est de remettre en place notre système spatio-temporel dans le bon sens. Dans le bon sens, et c'est vraiment l'équivalent, en négatif si on peut dire. Vous avez ça aussi, le mal de terre? En fait, ça dépend. C'est surtout dans les jeux, vous savez, les jeux à sensations. Des fois, on est tenté quand même d'essayer. Et quand on redescend du jeu, je suis toujours... Oui, mais là, vous êtes allé un peu chercher quand même. Enfin, attends, elle peut vivre, oui. Et c'est quoi le moyen de transport qui vous gêne le plus aujourd'hui? Qui me gêne le plus aujourd'hui, je dirais le train. Le train, il faut toujours un temps d'adaptation. Vraiment. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas regarder un film dans le train aussi? Non, j'évite. Par contre, l'avion, maintenant, si je peux me permettre de lire, je peux me permettre de regarder un film, c'est vraiment plaisant. Par contre, le train, oui, du luxe, pour moi, en tout cas, c'est du luxe. Mais le train, non, j'évite. Je regarde dehors, j'essaye de fixer un point. Parce que... Et vos enfants? Je n'ai pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants? Pardon, je croyais que vous aviez des petites filles. Pourquoi est-on si fatigué et vidé quand on a le mal de mer? Alors, d'abord parce que ça déclenche tout ce que nous on appelle des réactions neurovégétatives, avec les nausées, les vomissements, les sueurs. Et puis il y a aussi un contexte d'anxiété qui apparaît, qui fatigue. D'accord. Et alors vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez une famille? Oui. Ça c'est mieux comme ça. Pas mal. C'est mieux parce que je vois pas qu'il y a des petites filles, des petits garçons, enfin bref. J'ai du mal à lire. C'est une famille à mal des transports ou pas? Juste mon père. Oui. Oui. Ma mère, ma sœur et mon frère, rien du tout. Juste mon père. Donc du coup, on n'a jamais au final consulté pour de la rééducation, parce qu'on disait toujours... Oui, c'était normal, quoi, que c'était familial. Oui, voilà. C'est familial, ton père est malade, les médecins ont dit... Voilà. T'es malade aussi, donc voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse à vos questions, à nos questions. Lundi, dans Allo Docteur, on va répondre à toutes vos questions sur le genou, les douleurs de genou, tout ce qui peut arriver à un genou. Et vous verrez que c'est une articulation bien complexe. Et puis, Benoît va pouvoir se reposer une petite semaine. Vous retrouverez la Dream Team. Je pense que vous en avez besoin de vous reposer. Vous êtes bien fatigué. Je suis ravi de partir quelques jours. Voilà. Et on se retrouve, nous, bien sûr, lundi après ce week-end. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous. Au revoir.